frères gallois. Denis sauce piquante. Zéro RR podcast. Rémi le guacamole. Les frères gallois. Zéro RR podcast. Turbo Cali. Turbo balèze. Ok. Le beurre, l'argent du beurre et le gros cul de la crème. On récapopète. Zéro RR podcast. Les frères gallois. Ça me claque sa mère. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de toujours faire plus. Est-ce qu'il faut toujours chercher à faire plus de steps, aller plus loin dans la diète, chercher toujours à optimiser plus, chercher à optimiser davantage son entraînement? En fait, on va explorer la quête du toujours plus en musculation parce que c'est un peu quelque chose qui est propre à la musculation, toujours chercher à faire plus, ne jamais être satisfait. Je me souviens à l'époque des pulls avec le slogan de Christian Guzman à l'époque qui disait fier mais jamais satisfait. Je vous ai fait la traduction, mais c'était en anglais à la base. Et du coup, on va revenir un peu sur tout ça. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'au contraire, c'est pas nécessaire? On va discuter de tout ça dans ce podcast aujourd'hui. Ouais, ça va presque être une discussion philosophique. Pour donner un peu de contexte, cette question elle m'a été suggérée par un de mes suivis qui, justement, est jeune. Et bon, il n'y a pas forcément besoin d'être jeune pour essayer d'être dans cette philosophie-là. Mais en fait, il se dit, là, pour le moment, j'ai tout le temps dispo. Je suis dans la fleur de l'âge. Je pourrais, en fait, absolument tout optimiser. Mais jusqu'à quel prix? Et donc, du coup, on a déjà pas mal échangé à ce sujet-là. Et donc, je me dis, en fait, c'est même lui qui m'a dit, pourquoi pas en faire un podcast? Parce qu'en fait, on s'échange des vocaux qui sont interminables. Et donc, du coup, je lui ai dit, ouais, potentiellement, ça peut être une très bonne discussion que je pourrais avoir, Denis, et surtout avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous partager aussi votre point de vue en commentaire. Je pense que ça peut être assez intéressant, d'autant plus que c'est vrai que la vision des choses, je pense, évolue aussi avec la maturité de pratique. Ah ouais, tellement. Et aussi, je pense, l'âge et les contraintes qu'on a. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui a 20 ans, qui vient par exemple de commencer la muscu, et quelqu'un qui a 40 ans, qui vient de commencer la muscu, en fait, il y a le même degré d'années de pratique, mais il n'y a pas les mêmes contraintes de vie, il n'y a pas les mêmes objectifs de vie. Et donc, je pense qu'aussi, la vision des choses par rapport à ça change. Donc, je pense que ça varie en fonction de ces deux paramètres. Ce qui est de bien aussi, c'est que nous, on commence aussi à avoir une longue année une longue expérience de la musculation. On pratique depuis un moment. Donc forcément, ça a aussi évolué de nos côtés. Également, on coach aussi pas mal de personnes avec des horizons qui sont différents, des années de pratique qui sont différentes, des contraintes qui sont différentes. Donc on va essayer de faire une synthèse de tout ça. Avant, Rémi, tu sais, on est connu pour nos intros qui sont très longues. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ou est-ce qu'on peut y aller pour une fois directement? Ouais, on peut y aller directement. Je pense que de toute façon, je ferai des digressions plus tard si j'ai besoin de revenir sur un truc un peu récent. À part toi, si tu penses à un truc. Parce que bon, effectivement, il se passe plein d'autres choses à côté aussi, du podcast à côté. Mais je pense que, c'est pas forcément le plus... Tu penses à quoi? Allez, ouais. Parce que si tu m'as lancé cette perche, c'est que tu pensais à un truc aussi, toi. Pas du tout, mais du coup, Ouais. j'ai pensé à un truc. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai acheté une nouvelle Brigitte. Ah, tiens, parce qu'en plus, allez, trop drôle, c'est n'importe quoi, parce que quand on a lancé le générique, j'étais en train d'écouter les paroles du générique, parce que ça faisait longtemps que j'y faisais plus gaffe. Mais enfin, c'est n'importe quoi ce générique en vrai. Quand tu y penses, en fait, c'est n'importe quoi. Donc, C'est vrai, mais force est de constater que les gens passent ce générique, l'écoutent. Les nouveaux auditeurs qui débarquent, parce qu'on a toujours de nouveaux auditeurs, se disent mais waouh! Et après, en fait, les nouveaux auditeurs arrivent souvent grâce à un des derniers épisodes. Tu sais, c'est un des derniers épisodes, ils se disent ouais, c'est quoi, c'est malade mentaux. Et t'écoutes les premières, je pense, le taux de scroll au générique des gens qui connaissent pas. Et après, en fait, ils se retapent souvent les autres épisodes. Ils se disent ah putain, finalement, tu sais, ceux qui restent, ouais. ils disent ah, ils disent pas de la merde finalement. Et il y en a qui regardent Et après, depuis le début. ils reprennent au premier épisode. Genre le premier épisode, il est toujours dans, si je fais une moyenne des vues sur 7 jours, le premier épisode est toujours dans le top Ouais. des épisodes du podcast le plus vu.
les plus vus. Après, il y a le podcast aussi. Enfin, il y a les podcasts sur la perte de gras. Le podcast avec Lucas Ouais, aussi. ouais. Donc, en gros, qui sont un peu les points d'entrée par rapport aux recherches que font les gens. Mais après, voilà, il y a toujours le premier épisode qui est toujours très vu. Parce qu'en fait, les gens, quand ils tombent sur un épisode, après, ils se disent « Ah putain, il faut que je rattrape depuis le début. » Et hop, ils reviennent au début. Et après, ils comprennent le générique. Et ils se disent « Ah ouais, ça vient de là. » quoi. Donc on dit bonjour à tous les nouveaux auditeurs, bienvenue sur la chaîne de deux gros tarés passionnés de musculation qui font un petit peu de leur mieux pour essayer d'éduquer les gens à tout ce tout ce qui touche de près ou de loin à la musculation et surtout dans le champ de l'optimisation. Mm. Et puis, on en profite aussi pour vous dire de vous abonner, que ce soit sur Spotify ou même YouTube si ce n'est pas encore le cas. Mettre un petit avis aussi sur Spotify. Si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, que vous n'avez pas laissé un avis, nous, ça nous aide aussi à justement que le podcast soit mieux référencé et que des gens tombent dessus et puis accumulent des connaissances. Donc, si le podcast vous a aidé, ne serait-ce juste qu'une fois dans votre pratique, pensez que vous avez aussi du pouvoir pour le recommander pour qu'il aide d'autres personnes dans leur pratique. Exactement. Et vu comme tu as des troubles, je vais te recentrer, Denis, et te remettre sur les rails. Tu voulais nous parler de Brigitte, ta nouvelle Brigitte. Exactement. Alors, dit comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire « Waouh !» Ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il nous dit? En réalité, Brigitte, c'était le prénom de mon Cookéo, qui est maintenant, on tourne à 2 caméras, mais avant, il y en avait une troisième et on la voyait dans le décor du podcast. En fait, je suis en train de me dire qu'on a fait tout un décor du podcast pour qu'on ait juste une caméra qui soit centrée sur le tableau derrière et un bout du couloir. Ouais, mais c'est pas plus mal parce que le décor du fond, mais vous en faites pas, on va le repimper, on va essayer de lui redonner un petit peu une seconde vie parce que il y a plein d'éléments historiques dans notre décor, on va dire, entre nous deux. Et il y a notamment Brigitte. Brigitte qui est du coup l'ancien Cookéo, qui a fait une belle vie. Exactement, qui était un Cookéo que j'avais récupéré pour moins de 50 balles à l'époque, qui était la version connectée en plus, donc trop bien quoi. Ouais, t'avais acheté ça sur le Bon Coin. Ouais, j'avais trouvé ça sur Il y a le des Bon bonnes Coin. occasions, même tu sais, pour tout ce qui est Moulinex, Thermomix, machin. Tu peux acheter des trucs neufs, genre tu sais, les compagnons, les trucs qui te font tes propres repas, pour vraiment pas cher, enfin, ou du moins, bien sûr, bien moins cher que si tu l'achetais neuf. Et des fois, tu te surprends à acheter, enfin, à retrouver des trucs neufs, jamais utilisés, à du coup une bonne réduction, avec une bonne réduction. En fait, moi, j'ai une règle, c'est que chaque année, j'achète ce que j'appellerais un gros électroménager. Donc, un gros électroménager, ça peut être un blender, un air fryer, Un Ninja Creamy. un Ninja Creamy, exactement, qui va en fait m'aider. Alors, le Ninja Creamy, c'était plus pour kiffer et pour le coup faire des recettes, etc. Parce qu'à une époque, je mangeais beaucoup de glace. Enfin, je mange toujours beaucoup de glace. Ceux qui me suivent sur Insta savent que je m'envoie au moins une glace minimum par jour. Actuellement, ouais, c'est vrai que c'est Et, bien. et en fait, le but, c'est qu'un électroménager comme ça coûte quand même assez cher. Hein. Le air fryer, à l'époque, je crois que je l'avais payé 260 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même un investissement. Sachant qu'aujourd'hui, le même modèle coûte 350, je pense. Il y a une petite inflation entre-temps. Mais du coup, voilà, je m'autorise ça. Et le but, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire que je le vois depuis que je cuisine au air fryer, depuis même que j'ai du coup racheté une Brigitte. Donc, une Brigitte, c'est quoi? C'est un multi-cuiseur à vapeur sous pression, donc qui est l'équivalent du Cookéo. C'est une cocotte minute. C'est une cocotte minute, mais qui se gère toute seule. Et ça, c'est très important. Et là, en fait, j'ai pas pris la version Cookéo, qui est extrêmement chère. J'ai pris la version d'un concurrent qui s'appelle Instant Pot. J'ai pris un modèle en plus de 8 litres. Donc, je peux te dire que t'en mets à l'intérieur. Tu peux en faire des patates. Ouais, même en prise de masse, tu peux tu peux faire des repas pour ta semaine, quoi, si tu meal prep. Et surtout, ça m'a coûté 90 balles. Ah ouais. Hors promo, rien du tout, 90 balles. Ok. Il n'est pas connecté et tout, mais en vrai, je m'en fous parce qu'il se gère tout seul. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que si aujourd'hui tu cuisines encore casserole, poêle, etc., déjà, tu y mets vachement de temps parce qu'il faut surveiller, faut tourner, tu as des chances que ça crame, c'est chiant. Et en plus, derrière, tu as la vaisselle. Et c'est même pas sponsorisé là. Et c'est même pas sponsorisé. C'est même pas vraiment sponsorisé. Et en fait, moi, je voulais changer ça parce que quand tu fais cuire tes légumes, même tes pommes de terre, machin et trucs, dans des casseroles, même si tu vois, tu mets dans la casserole, hop, tu retournes travailler, t'as le truc qui bout, parfois ça bout trop, ça déborde, t'es obligé de revenir, t'es obligé qu'il y ait une surveillance.
Donc là, tu te dis, bon, bah, je m'organise. Je vide, je sais pas, genre le lave-vaisselle. Voilà, je fais un peu de ménage, machin, etc. Mais en fait, ton lave-vaisselle, il est plein parce que quand tu cuisines, tu utilises plein de vaisselle. Quand tu utilises, du coup, genre un Instant Pot ou un Air Fryer, tu te rends compte que tu as beaucoup, beaucoup moins de vaisselle. Et voilà, si tu un lave-vaisselle, moi j'ai un petit lave-vaisselle de 45. Donc c'est pas un gros lave-vaisselle, c'est pas un de 60. Donc c'est un truc, encore une fois, qui coûte pas si cher que ça. Et je mets mon couvercle d'Instant Pot et ma cuve va dedans. Et en fait, c'est littéralement la seule vaisselle que j'ai. Moi, je mange à la cuillère et terminé. Mhm. Et en fait, là, récemment, dans une optique de gagner du temps, je me suis dit, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps sur mes journées? Premièrement, c'était la préparation de mes petits-déj. Chaque matin, je me faisais pain grillé, œufs, café. Et du coup, bah, j'avais aussi voilà, tout ce qui est compléments, électrolytes, machin, etc. Donc j'avais une petite routine d'optimisation, mais la cuisson des œufs, déjà, ça prend du temps. Là, tous les jours, tu as une poêle du coup à nettoyer. En plus de ça, bah, du coup, le café. Nous, on a une cafetière Tassimo. Il faut genre appuyer plein de fois dessus pour avoir un café qui soit suffisamment long. Donc trop galère. Donc tu sais, mais en fait, tu te dis, oh, vas-y, c'est pas. Mais Denis, t'es dans le toujours plus en fait. Eh ben, Toujours plus d'électroménager. attends, Toujours mais c'est pour ça qu'on va y revenir après. Et parce qu'il y a du bon parfois dans le toujours plus. C'est pour ça que je parle Ah, bien de tout sûr. ça, parce que ça fait un lien. Et en fait, tu te dis, ouais, vas-y, le mec, il est obligé de relancer 3 fois sa cafetière pour avoir un café. Mais en fait, 3 fois sa cafetière, ou en gros, 3 fois tu appuies sur le bouton, tu pars faire autre chose. Tu reviens, tu dis, ah merde, il est toujours pas assez long mon café. Donc tu re-appuies. Et en fait, mis bout à bout, tu te dis que ton café, il a mis 20 minutes à être fait. Oh, l'abus. J'abuse. Mais en fait, tout ça pour dire que c'est la somme des petites frictions qui fait que sur une année, j'ai perdu combien de temps à faire mon café? Et pareil, Mais Denis, est-ce que, attends, à côté de la cafetière, est-ce que c'est pas ça aussi le plaisir? Le plaisir de sentir le café, le marc de café arriver aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi le café? écoute, mec, tu veux que je te dise un truc? Moi, J'en ai j'ai- rien à foutre du café. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'il soit pas trop chaud, pas trop froid. Moi, j'ai des objectifs dans la vie. Nos salles de sport avec nos machines, c'est pas attendre devant la cafetière qui va me rapprocher de cet objectif, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que, par exemple, les œufs au plat, on se rend pas compte, mais tu prends ta poêle. Parfois, voilà, t'as pas de poêle qui est propre. Ah, il parce faut que la t'as pas- laver. Ouais. faut la laver. Ensuite, tu la mets dessus. Ensuite, moi, j'ai des poêles en inox. Donc, t'attends que ça chauffe. Ouais, ça c'est relou. On va en parler après parce que Denis m'a fait un magnifique cadeau avec une belle poêle en inox. Mais je l'utilise qu'occasionnellement parce qu'elle ne peut pas aller au lave-vaisselle. Il faut la nettoyer, c'est chiant. Je m'en sers que pour mes œufs. Le reste de mes cuissons, je les fais soit au air fryer, soit dans une cocotte parce que la cocotte aussi, c'est en vrai un moyen simple de. J'ai pas trop de surveillance, mais en même temps, voilà, c'est un truc qui peut être semi-autonome. Donc en fait, sortir la poêle juste pour les œufs, c'est relou. J'ai pensé à Je ta santé. parle. Non, je déconne. J'ai pensé à ta santé pour ça. En vrai, c'est une poêle en inox, t'apprends à l'aimer. Mais c'est vrai qu'elle est contraignante. Ouais, Mais c'est du vrai. coup, en fait, tu dois quand même faire préchauffer ta poêle. Ensuite, tu mets tes œufs. Il faut attendre que tes œufs cuisent. Si tes œufs accrochent, tu sais que tu vas avoir 3 ans de vaisselle derrière. Trop chiant. Trop chiant, faut laver, faut remettre. Mais en fait, temps passé pour faire des œufs, tu te fais genre 4 œufs tous les matins. Tu mets honnêtement 20 minutes. Oh, Tout- l'abus. Non, mais L'abus. Et t'as compris. Oui, Tu je prends ta comprends. vaisselle, tu la laves. C'est le temps Je te total taquine, pour je te faire. taquine. Et du coup, à côté de ça, moi, je me faisais des tartines de pain grillé aussi. Tartines de pain grillé, il faut aussi attendre que ça cuise. Bah ça, comment tu veux que ça grille autrement? Mais je me suis dit... T'achètes des biscottes, il te fait pas chier. Non, mais en fait, je me suis dit, putain, le temps que je perds chaque matin. Vraiment, c'était au minimum, bout à bout, pour tout ça, 20 minutes de préparation de petit-déj. Je me suis dit, vas-y, Denis, nique sa mère. Ce que tu fais, tu trouves une façon de meal prep tes petits-déj. Maintenant, du coup, je fais des petits-déj à base d'avoine, avec du fromage blanc, de la whey, machin, un truc. Un truc, mon gars, ça te cale de baiser. Et en fait, je prépare 4 petits-déj d'un coup en 5 minutes. Donc, tu fais 20 minutes x 4 de petit-déj, ou sur lequel tu as remplacé maintenant par 5 minutes au total. Plus de préparation. Moi, je me lève, j'ouvre le frigo, je prends, j'envoie. Terminé. Bah, surtout que la réalité, en fait, c'est de gagner du temps sur la préparation de ton repas, mais de prendre toujours le temps nécessaire pour manger ton repas. Et c'est là où, en fait, si tu dois optimiser ton temps, c'est pas justement pour manger vite ton repas.
Au contraire, c'est sur en fait l'amont de, en gros, bah, comme tu disais, soit tu te fais tes œufs, mais en même temps tu fais une tâche secondaire à côté, ou tu fais griller ton pain de mie, mais en même temps, voilà, tu fais ta vaisselle d'un truc. Enfin, l'idée, c'est d'être productif sur la préparation pour après bien se poser. Mais je vais te dire aussi une chose, pour des personnes qui sont, enfin là, je fais un parallèle qui s'est montré un peu efficace pour des personnes qui sont en déficit calorique et qui ont une relation avec la nourriture qui est un peu relou, tu vois, genre t'as faim, etc. Et ben, le temps préparé à faire ton repas, c'est un temps aussi qui fait partie de ton repas. Et typiquement, si tu prends le temps de sortir tes aliments, de bien préparer tes ustensiles, de faire ta prépa, de faire cuire ton truc, eh ben, tout ça, en fait, ça rentre dans le moment du repas et finalement, ça peut aussi apaiser parfois la faim parce que bah, du coup, tu es dans un processus où bah, tu n'es pas là dans un truc d'aller toujours très vite. Même si, comme on l'a dit, le point le plus important, c'est d'être assis quand tu manges, de jouer sur le côté sensoriel de ce que tu as mangé, voir ce que tu manges, donc c'est-à-dire pas regarder la télé en même temps que tu manges, c'est sentir ce que tu manges, c'est être sensible à la texture de ce que tu vas manger aussi. Ça, c'est des points hyper importants pour justement asseoir ta satiété et du coup, bah, après passer ben, à la suite de ta journée sans te dire ah putain, j'ai déjà fini de manger. Ah ouais, non, mais j'ai la dalle encore. Bah, parce que du coup, tu n'auras pas eu cette fameuse connexion, si je puis dire, avec ce que tu as mangé. Et des fois, bah, voilà, ça commence tôt, c'est-à-dire dans j'ai démarré ma cafetière, j'ai préparé mes petits œufs, j'ai préparé ma pâte à pancakes, etc. etc. Bon, c'est vraiment un truc extrapolé, Ouais, ça, mais en fait, ça, c'est de l'ultra spécifique. Moi, je te parle de moi, mon truc. moi, ce que je veux, c'est manger et aller vite travailler. Non, mais parce que en vrai, c'est de l'ultra spécifique. Mais oui, oui, oui. Il y en a dans la préparation des repas, en soi, ils vont être tentés de manger. Du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Tu vois, en fait, c'est de l'ultra spécifique ce que tu dis. Bien sûr. Et ce que Ça tu me faisait dis, penser à ça. ouais, ce que tu dis, ça correspondra à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Mm. Là, en fait, je montre vraiment genre mon point de vue et le temps que j'ai pu gagner, alors qu'en fait, euh, c'est pas quelque chose. Tu vois, c'était mon petit déj avec les œufs, etc. Si tu remontes mes vidéos, ça fait genre 1 an et demi, 2 ans que je fais ça. Mm. Et en fait, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je peux gagner du Que tu temps. aurais pu optimiser Parce ça. que, en fait, à la semaine, tu fais 7 fois 20 que tu remplaces par 10 minutes. Mm, mm, Donc, t'imagines le temps que j'ai perdu sur les 2 dernières années. Mm. Et en fait, dans cette optique-là, je me suis dit, mais vas-y, même si je prépare, par exemple, même si je fais cuire, je sais pas, mon poulet en grande quantité, etc., d'un coup, bah, en fait, si je le fais à la poêle, le temps que ça cuise, ça me prend masse de temps. Alors que maintenant, au air fryer, tu vois, en plus, je standardise ma cuisson. Je sais que c'est genre 180, 9 minutes, et ensuite, je mélange, Ah ouais, ouais. et après, je remets. Et je suis sûr que j'ai mon poulet qui est toujours de la bonne façon. Alors qu'à la poêle, il y a toujours un moment où, ah tiens, vas-y, bah, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes trucs. Mm. Bon, bah, je vais essayer d'optimiser en allant chercher le courrier. Tu vas chercher le courrier, tu vois le voisin. Ah, salut, machin et truc. Lui, il sait pas que t'as un truc qui cuit. Tu reviens, c'est cramé. Bah oui. Alors que là, tu vois, tout est vraiment standardisé et surtout, c'est mon poulet dans l'air fryer, sans surveillance. Je le mets, hop, et terminé. Et pareil avec bah, la cuisson de mes légumes, la cuisson du coup de mes pommes de terre, la cuisson de mon riz. Tu peux faire aussi deux choses en même temps. Par exemple, tu fais légumes vapeur, riz. Donc en plus, tu as la cuisson, donc le petit jus des légumes, paf, qui va dans le riz. Les sucs. Et en fait, ça te fait, tu gagnes du temps parce que sur la préparation des repas, honnêtement, sur la préparation des repas, si tu mets bout à bout, tu sais, as 20 minutes de petit-déj, plus 15 minutes le midi, plus 20 minutes le soir. Et honnêtement, c'est relativement peu. Hein. C'était déjà optimisé. Bah, en fait, j'ai remplacé ça par 10 minutes par jour, grand maximum. Mm. Et encore une fois, je me dis, bah, si je fais ça sur un an, combien d'heures j'ai gagné? Parce que déjà, juste en remplaçant mon petit-déj, donc 4 fois 20 minutes par 5 minutes de préparation, en fait, je gagne le temps d'une séance de muscu supplémentaire. Ouais, tu peux faire des calculs. En fait, tu peux faire des calculs comme ça. Mais ça peut être, ok, maintenant, grâce à mon petit-déj, je gagne environ 2 heures par semaine. Bah, en fait, c'est 2 heures que je peux, je sais pas, allouer à passer du temps avec mon très cher frère. Chose que je ne ferai pas parce que je le déteste. Voilà. Et c'est réciproque. Mais en fait, c'est du temps que tu gagnes et après que tu mets où tu veux. Ça peut être du temps pour développer des nouvelles compétences, etc. Et en fait, je pense que ça fait le lien avec est-ce qu'il faut toujours chercher
à faire plus, toujours plus, ou est-ce qu'il faut chercher à faire mieux? Et là, il y a une différence. Et je pense que ça fait la suite logique avec le podcast. Hmm. Bah, parce que tu as beaucoup parlé de ton petit déjeuner, mais je vais aussi rappeler des petites choses que je mets aussi en place pour gagner du temps. Où justement, j'ai depuis maintenant de nombreuses années aussi optimisé mon petit déjeuner. Où justement, avant, je mangeais toujours des œufs. Maintenant, je le fais que de manière occasionnelle parce que il y a des matins où je peux pas prendre ce temps de cuire des œufs, de préparer ma poêle, d'attendre qu'elle chauffe et que ensuite après je la nettoie. Donc en fait, j'ai mes propres skirs que je fais une fois dans ma semaine avec ma yaourtière. Et du coup, après, je sais exactement, j'ai 12 pots. Et du coup, je sais après que je peux les splitter dans ma semaine. Et du coup, voilà, j'ai tranquillement mes quantités. Il y a aussi d'autres choses auxquelles je pense et que je suggère aussi à beaucoup de mes suivis, c'est si le matin, tu n'as vraiment pas le temps de manger et que pour autant, c'est un temps où tu aimerais manger, tu prépares la veille pour le lendemain. Tu vas faire ton overnight, donc en gros, laisser gonfler tes flocons d'avoine dans ton skyr ou dans ton lait ou peu importe. La veille, du coup, comme ça, tu sais que quand tu te lèves, tu as déjà ça de prêt et donc du coup, tu gagnes aussi du temps. Et c'est tout ça mis bout à bout qui voilà, peuvent vous donner des petits éléments de rapidité. Pareil, au niveau de la préparation de vos meal prep, bon, ça, voilà, on le redira jamais assez, mais anticiper euh, vos tupperwares avec l'achat. Vous allez à Action, vous achetez vos tupperwares en verre et du coup, vous préparez une ou deux fois ou trois fois dans la semaine vos repas et vous les mettez dans votre frigo. Ça fait très diète de body, mais en même temps, c'est aussi le meilleur moyen pour avoir vraiment tout ce qu'il vous faut à la semaine et donc de ne pas déroger aussi à votre qualité vis-à-vis de votre objectif. Pareil, au niveau de la préparation de vos légumes, un truc tout con, c'est vrai que quand on prépare son riz ou sa viande pour la semaine, c'est toujours un peu. euh, ça manque parfois un petit peu de saveur parce que il faut soit faire réchauffer, soit voilà, c'est bon de manger par exemple de la viande rouge le jour même et donc de faire cuire et de manger dans la foulée votre viande. Il y a pour plein d'autres choses, notamment des légumes, où vous pouvez anticiper ce travail-là, ou je sais pas si vous avez prévu de faire des carottes râpées, vous faites pas juste 2 carottes râpées pour le repas, mais vous faites votre saladier complet. Pareil, là, on sort d'une période où on pouvait manger potentiellement des soupes. Faites des soupes, quoi. C'est vraiment le truc qui vous permet de gagner du temps et d'avoir, en fait, à chaque repas vos légumes. Parce que c'est souvent un truc qui passe à la trappe du «Ah, mais ça me donne pas envie» ou «J'ai la flemme de les faire cuire», etc. ou «J'aime pas les boîtes de conserve». Bah ouais, mais si du coup, tu as préparé une soupe pour la semaine ou que tu as préparé tes carottes râpées pour 3 4 jours ou que tu as fait ta salade d'endive ou que voilà, tu as déjà plein de légumes pré-crus et qui sont dans ton frigo, en fait, tu es évidemment dans une qualité de gain de temps. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas chercher à peut-être tout optimiser parce qu'il y a quand même un côté un peu, pour certains, ludique, un côté aussi de j'aime bien me préparer à manger, prendre le temps de faire à manger, d'écouter ma petite musique en même temps que je prépare à manger. Voilà, ça c'est juste que nous, dans un objectif de productivité et de rapidement commencer sa journée, ou même d'enchaîner sa journée aussi, on a besoin d'avoir des temps de repas qui sont délimités, qui sont euh, notés dans des créneaux quelque part, où il y a une date de début, une date de fin pour justement après vite enchaîner. Après, voilà, tout le monde. Encore une fois, ce que tu dis, c'est du spécifique. C'est l'individuel. Oui. Ouais, c'est de l'individuel. Mais il y a évidemment pour le petit déjeuner un truc qui est commun à tout le monde, c'est que normalement tout le monde normalement tout le monde, mais la majorité des personnes ont un travail et du coup ne peuvent pas allouer peut-être autant de temps au petit déjeuner que, je sais pas, une personne qui est à la retraite. Après, il y a des gens qui prennent pas aussi de petit déjeuner. Et il y a aussi des gens qui ne En prennent fait, pas de petit déj et qui vont décaler dans le temps. Effectivement, ça, peu importe. Je pense qu'on peut pas en fait rentrer. C'est pour ça que j'ai pris mon propre exemple parce que tu vois, ne serait-ce que si tu prends la liste de toutes les personnes que tu accompagnes, la liste de toutes les personnes que j'accompagne, je pense qu'en fait les stratégies, par exemple, uniquement pour le petit déj, il y en a genre 50, 60, bien sûr. même plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que j'ai pris mon exemple ici, que voilà, j'ai raconté ce que je faisais moi, parce que si on veut prendre tous les cas et être suffisamment nuancé, en fait, on fait un podcast uniquement sur la préparation du petit-déj. Et c'est un podcast qui loge même pas en 2 heures, tellement il y a de stratégies possibles. C'est vrai. Mais maintenant, on va recentrer quand même sur le. Toujours plus. Sur le. Et voilà, on a fait une intro. Hop, 25 minutes d'intro. J'étais bien pour partir là-dessus. Ouais. Et du coup, on va du coup donc recentrer parce que c'est vrai que aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent à toujours faire plus. Il y a toujours la course du toujours plus.
la course du même chercher à progresser à chaque séance, toujours mettre plus lourd, toujours faire plus de reps, etc. On a déjà fait notamment un podcast à l'époque sur la surcharge progressive, c'était avec Lucas Gouif, d'ailleurs, vous pouvez aller l'écouter. On avait déjà un peu parlé de ça, on était passé brièvement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on tombe dans... vous le savez, nous avec Rémi, on aime bien ce qu'on appelle l'optimisation. Ce que j'ai partagé précédemment, c'est de l'optimisation. Mais en fait, entre l'optimisation et la complexification, il n'y a qu'un seul pas. Et en fait, dans cette quête du toujours plus, les gens ont très vite tendance à tomber dans la complexification et oublier en fait ce qui fonctionne. C'est-à-dire que je pense on peut mettre les principes de base dans une case, dans une autre case l'optimisation et dans une autre case la complexification. Et en fait, les gens font dès qu'ils ont un objectif, diète, step, machin, etc. Shoot, hop, direct ils vont dans la complexification sans passer par les 2 cases précédentes. Alors qu'en fait, si on fait une pyramide, les principes de base, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on donne un exemple, c'est typiquement la personne qui veut perdre du poids, qui n'est pas en déficit calorique, mais qui, à côté de ça, fait attention à ses apports en potassium. Voilà. Ouais. Et en vrai de vrai, ça peut vous paraître lunaire, mais je vous jure que ça existe. Bien sûr. Et que c'est très fréquent. Parce qu'ils vont pointer du doigt un petit élément et qui vont du coup en faire une fixette. Mais de la même manière, il y a des trucs aussi très simples où c'est très extrême. C'est voilà, le volume de référence idéal pour travailler un muscle, il se situe entre 10 et 20. Et tu as des gens qui vont dire moi, je vais en faire 40. Ou je sais que pour avoir une bonne dépense, il y a des recommandations qui sont situées entre 8 et 15 000 steps à peu près. Moi, je vais en faire 40 000. Et ça, en fait, c'est ces conduites du toujours plus, de chercher à aller sur un extrême qui ne vous produira pas nécessairement plus de gains. Justement, ça va aller plutôt dans le sens inverse de vous desservir. Mais je pense qu'on peut segmenter. On va rester sur la partie alimentation et après on ira davantage sur la partie entraînement pour faire un crochet effectivement par tout ce qui est step, etc. Mais déjà, en fait, dans la partie alimentation, si vous voulez vous demander ce que vous pouvez rajouter, il y a en fait la pyramide de la nutrition de Eric Helms qui est là pour ça. C'est-à-dire que tu peux aller chercher plus si tu t'assures d'avoir la base. C'est-à-dire que tu prends la pyramide, donc en bas de la pyramide, tu as le premier step qui est la balance énergétique. Voilà, quand tu as la balance énergétique, tu peux monter au-dessus. Donc à partir du moment où, par exemple, je sais pas, tu veux perdre du gras, que tu es en déficit calorique, tu peux passer au-dessus. Ok, le step de dessus, c'est quoi ? C'est la répartition des macronutriments. Ok, est-ce que du coup, donc là, ça vaut le coup, pareil, d'aller chercher plus ? C'est-à-dire que, est-ce que tu pars sur les ratios recommandés qui sont 2 grammes par kilo de poids de corps en niveau de tes protéines, 1 gramme de lipides, le reste en glucides. De bonnes sources de lipides, Voilà, c'est ça. Après, une fois que tu es là, tu peux peut-être déjà chercher à aller peut-être un peu plus loin, dans le sens où avec les macros, ok, les macros, peut-être qu'au lieu de faire quelque chose de généraliste par rapport à mon poids de corps, pour les protéines, je vais faire quelque chose peut-être par rapport à ma masse maigre. Donc là, tu rentres dans un step où il faut que tu connaisses ton body fat. Et ensuite, du coup, par rapport à ça, tu vas connaître ta masse maigre. Et ensuite, tu vas ajuster donc, ton rapport de protéines par rapport à ça. Et ensuite, du coup, tu vas pouvoir peut-être optimiser aussi tes lipides, t'intéresser en fait à tout ce qui est acides gras essentiels, te dire que au final, tu peux peut-être être un peu plus bas en lipides si tu as suffisamment d'acides gras essentiels pour augmenter par exemple tes glucides pour avoir plus de carburant. Ce que je veux dire, c'est qu'au sein d'une même case de la pyramide, tu as quand même à faire. Tout comme avant sur le step de la balance énergétique, voilà, il faut que tu sois, imaginons, à 2500 kcal pour être en déficit. Est-ce que tu fais un déficit calorique de 2500 toute la semaine ? Ou est-ce que tu fais, je sais pas, 2000 toute la semaine et 3000 et 3300 le week-end ? Ça fait grosso modo le même déficit. Mais
c'est pas la même complexité, la même optimisation. Et si on fait un parallèle, c'est vraiment en fait le principe de base, être en déficit calorique, l'optimisation qui serait varier donc le nombre de calories chaque jour. Et après, on peut aller chercher aussi de la complexification où les mecs vont calculer leur nombre de calories chaque jour par rapport à la dépense énergétique qu'ils vont avoir, chercher à réguler. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, plus on avance sur ce step, et plus en fait on avance dans de la difficulté, dans du temps qui va être dépensé. Oui, et puis aussi avec des incertitudes. C'est s'assurer que si on commence à rentrer par une toute petite porte de l'optimisation, comme tu disais, par exemple, pour reprendre le dernier exemple, de je calcule exactement ma dépense et donc du coup, réellement ce que j'ai besoin de consommer par rapport à ma journée, est-ce que c'est pas juste un truc qui va t'handicaper si du coup tu te dis, bah là par exemple, du lundi au vendredi, je peux faire ça, mais ce week-end, je sais pas exactement ce que je vais réellement dépenser parce que bah, j'ai une balade à cheval et que je sais pas exactement ce que ça va représenter comme dépense, sachant que parfois je vais être sur le cheval, des fois je vais être à côté. Et en fait, tu commences à rentrer dans des schémas où tu es là où, à te dire, bon, attends, comment je peux calculer ma dépense? Attends, je vais demander à ChatGPT du coup ce que ça représenterait potentiellement. Et donc, du coup, après, tu fais une soustraction par rapport à ce que tu avais déjà calculé, mais du coup, c'est un truc un peu alambiqué où c'est environ 2. Et c'est là où du coup tu commences à rentrer dans un truc qui n'est pas du tout viable. Mais en fait, c'est exactement il y a plein de parallèles qui se font, mais en fait, plus en fait, c'est la base marche, et plus tu vas chercher du coup de l'optimisation, et après le step quand même de la complexification, lui est de plus en plus en fait risqué, dans le sens où plus tu vas chercher, et plus en fait la marge d'erreur est importante, et moins tu as de chances de faire mieux. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec ceux qui sont peut-être dans la finance, ceux qui investissent. C'est que, par exemple, si tu fais une stratégie d'investissement sur, imaginons, pour essayer de simplifier, parce que ceux qui sont peut-être pas dans la finance vont pas suivre, mais les meilleures entreprises mondiales, et que à côté, ce que tu fais, c'est que, en gros, donc tu investis sur un panier où tu as toutes ces entreprises mondiales, avec celles qui performent, celles qui performent moins, etc. Mais globalement, en fait, celles qui performent le plus vont entraîner les choses vers le haut. Versus si tu investis plutôt toi dans une entreprise sur laquelle tu te dis que ça va fonctionner, en fait, il y a des gens qui font ça. Et en fait, on se rend compte que chercher la simplicité, où en fait, juste tu vas investir dans un truc basique comme ça, où tu vas pas te prendre la tête, te fera gagner plus de gains à la fin que si tu cherches à faire du trading, etc. Machin. Donc là, c'est le même principe, c'est est-ce que le step de base, le principe de base, sans complexité, juste assurer que tu es en déficit calorique, peu importe la façon, sans avoir à te faire chier à calculer, etc., machin, sans avoir à te prendre la tête, ne sera pas au final plus efficace, parce que si tu as de l'imprécision, si tu as un manque d'objectivité, si tu as plein de trucs comme ça, en fait, c'est des risques d'erreur qui vont faire que tu vas au final sous-performer par rapport à quelque chose de plus simple, quelque chose qui t'aurait moins pris la tête et quelque chose qui est au final moins chiant pour toi. Et c'est là où on a, tu sais, une différence entre les science-based et les go muscu classiques. C'est que Oui, les anti-sciences aussi. c'est pas forcément des anti-sciences, c'est il y a des gens par exemple qui veulent pas se prendre la tête et qui respectent juste les principes de base. Oui, enfin oui, quand je dis anti-sciences, c'est ceux aussi qui du coup luttent contre l'information en disant voilà, c'est plus rassurant. Et c'est un message que je voulais dire aussi, c'est que les principes de base, par exemple, comme Denis disait par rapport au step sur la pyramide d'Eric Helms, eh bien, c'est rassurant aussi de se dire bon, bah là, j'applique un défi calorique et je sais que ça va fonctionner. Et ben voilà, c'est la même chose avec du coup ceux qui, du coup, à l'inverse, vont être anti-sciences parce que vont réfuter tout ce qui est potentiellement nouveau et tout ce qui est potentiellement innovant et qui pourrait du coup optimiser leur pratique parce que bah, ils ont la crainte et donc ils préfèrent rester rassurés sur ce qu'ils connaissent et ce qu'ils maîtrisent. C'est pas de cela du coup que je voulais Ah, parler. ok. C'est vraiment en fait genre le go muscu classique. Hmm. Je pense qu'on en connaît plein, des gens qui sont pas forcément anti-science, mais qui se disent juste, ouais, vas-y, c'est Pas trop. besoin. Ouais, voilà, pas besoin. Hmm. C'est ça, t'as pas besoin de tout ça. Et en fait, ces personnes qui disent ça, en fait, elles font juste le basique, c'est-à-dire qu'elles respectent leur balance énergétique,
elles ont du coup donc, des macronutriments, même si c'est pas optimisé, ça fonctionne. Elles ont suffisamment d'apport en micronutriments. Le timing derrière, potentiellement, c'est pas forcément très grave. Elles se prennent pas la tête avec ça. Ce qui compte, c'est qu'elles aient leur balance énergétique, enfin leur total calorique, etc. Et en fait, elles voient un mec qui va tout optimiser, qui va compter le nombre de protéines qu'il va avoir sur chaque repas, qui va du coup se dire, ok, là, mon déficit, il va falloir que je le régule comme ça, nanana, nanana. Et en fait, d'un côté, tu as un mec qui a des progrès sans se prendre la tête, et de l'autre, tu as un mec qui aura peut-être plus de progrès, c'est ça, c'est le peut-être plus de progrès, Mais à quel prix? mais en dépensant beaucoup plus d'énergie et de temps et de potentiellement prise de mauvaises décisions. Et donc, c'est ça, en fait, pour le est-ce qu'il faut toujours chercher à en faire plus? On va y revenir, mais ça nous permet déjà de se dire que plus tu vas chercher plus, plus tu vas devoir y dépenser du temps, de l'énergie et de l'espace mental pour pas forcément plus de résultats. Et c'est là où c'est compliqué parce que on te vend quelque chose toujours qui te dit, bah voilà, ça c'est la méthode miracle. Toi, tu dis, bah merde, je le fais pas. Et c'est vrai que souvent, c'est back-up aussi par la science. Tu te dis, ah ouais, 10% de gains musculaires en plus sur ça et tout, c'est trop bien. Mais en fait, derrière, est-ce que toi, tu as les capacités, tu as le temps nécessaire, tu as l'espace mental pour faire ce qu'il faut pour avoir ces 10% de gains musculaires en plus? Et c'est un peu, on va dire, la vision auquel tu reviens, je pense, dans un cycle de pratiquants de musculation. C'est au début, tu commences la musculation, tu sais pas trop ce que c'est, tu n'arrives pas à classer les choses dans ce qui est utile, dans ce qui est pertinent, etc. Et tu veux tout essayer d'optimiser. Et en fait, plus tu progresses, plus tu as de connaissances, plus tu arrives à prendre de recul, et plus tu te dis, en fait, j'ai besoin d'avoir ce que je pourrais appeler une progression passive. C'est-à-dire, en fait, une progression sur laquelle je fais juste le nécessaire, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans un mode de vie classique. J'ai envie de dire, mon alimentation actuelle, c'est juste une alimentation sur laquelle j'ai mes calories, mes macros, mes micros. Et honnêtement, je m'embête pas avec le timing parce que j'ai des contraintes par rapport à ça et que ça me prendrait plus de temps. Et en fait, c'est une alimentation classique qui me permet d'avoir des résultats, des très bons résultats. Je vous invite à aller checker mon dernier Physique Update. Je vous rappelle que j'ai plus de 13 ans de musculation et que je progresse beaucoup plus vite que certaines personnes qui viennent tout juste de commencer la musculation en me prenant la tête beaucoup moins qu'elles. Et puis pareil pour l'entraînement, je pense qu'on peut faire une transition. J'ai aussi tout ça et en fait, ça s'inclut très facilement dans un mode de vie où je ne passe que très peu de temps sur ça pour un maximum de bénéfices. Et Mais parce que c'est vraiment construit dans tes habitudes. Enfin, je sais pas, moi, par exemple, la nutrition, et je pense que toi, comme moi, on est passé par cette phase de j'essaye d'optimiser absolument tout, j'essaye d'aller chercher la meilleure source d'huile d'olive, ou j'essaye d'aller chercher mon cacao d'un certain coin du monde parce qu'il est hyper raffiné, hyper riche en polyphénol. Et pareil, au niveau de l'huile, te trouver une huile qui est pressée à froid, qui est du coup dans le sud de l'Italie, parce que c'est là où apparemment il y a la meilleure huile d'olive. Ça, c'est des facts, hein, tu vois, de personnes qui sont dans cette recherche vraiment de la meilleure chose, mais du coup, ça conduit vraiment pas forcément à plus de résultats. C'est juste que tu vas quelque part t'embrouiller aussi avec des choses que tu peux déjà mettre en place et qui te coûteront peut-être moins cher aussi et qui vont te permettre quand même de réussir. Et si on dit ça, c'est parce qu'avec Denis, on est vraiment passé par cette phase-là. Et si justement, tu as l'impression de te sentir complètement éparpillé, le podcast là qu'on est en train de faire, il est grave, mais vraiment grave pour toi. C'est que voilà, ce que tu fais déjà sûrement très bien, ou ce que tu faisais peut-être déjà très bien il y a quelques mois, là, tu l'as peut-être un peu trop intensifié, un peu trop maxé, et du coup, tu en perds le sens et la direction principale de qu'est-ce que je fais en fait à la base, quel est l'objectif derrière? Est-ce que c'est vraiment une perte de poids, une prise de poids? Est-ce que c'est plus une forme de rééquilibrage alimentaire par rapport à essayer une restructuration de mes repas? Voilà, essaye déjà de bien recentrer tes axes prioritaires
et pas commencer à te dire bah, il me faut absolument la meilleure source d'oméga 3 parce que du coup, il faut faire gaffe à ce qui est dit et ce qui est vendu sur le marché. Attention aux bonnes sources de vitamines. Ah, mais c'est sûr que là, au niveau, si je faisais un bilan sanguin, bah, ça serait pas bon, etc. Donc, je préfère prendre en compte du coup des potentielles carences qui sont pas du tout évaluées en plus et que je vais commencer à optimiser ma supplémentation alors que du coup, tu n'as même pas déjà bien structuré tes repas et bien mis ça en place dans le temps. Parce que ça aussi, c'est une autre dimension, c'est que tu vois, tu vois qui c'est le milliardaire qui optimise sa vie par rapport à la science, qui est accompagné Ouais. par plein de médecins. Je sais plus, j'ai toujours peur Je sais de. plus son nom. Brian Johnson, je crois que c'est ça. Moi, je crois que c'est ça. Bah, typiquement, c'est parce que justement, tu as des mecs qui font ça que ben, moi, je vais être là à me dire ah ouais, non, mais attends, il fait ça. Ah ouais, le matin, il mange un cocktail. Ah ouais, il jeûne pendant 12 heures. Ah ouais, parce que ça serait peut-être mieux et tout d'un point de vue. Ah ouais, il prend de la créatine. Ah super, j'en prends aussi, c'est rassurant. Ah, il prend du collagène. Ah ouais, bah moi aussi, j'en prends, c'est rassurant. Ah, il prend ça. Ah, c'est une plante que je connais pas. Ah ouais, mais c'est qu'en Amérique que c'est vendu. Bon, bah ok. Ah ouais, bah il prend aussi une huile d'olive particulière. Ah ouais, il fait attention à ses antioxydants en faisant du coup des cocktails de fruits rouges et il prend aussi tout un tas d'oligo-éléments, notamment du sélénium qui prend dans des noix de cajou. Enfin, bref. Et là, tu te dis, ah ouais, non, mais si lui il fait ça et qu'en plus de ça, il essaye de rajeunir et qu'en plus de ça, il a l'air d'être en super santé, le gars, ben il faudrait que je fasse pareil. Et ben non, c'est le piège. C'est le piège justement où pas en fait commencer à regarder ce qui se fait ailleurs parce que c'est on va dire la réplique préférée de Denis d'être une vache et de regarder en fait l'herbe de l'autre côté du grillage du fil de la clôture et voir qu'elle est plus verte ailleurs. Non, ce que tu fais est déjà très bien, bah, continue-le et assure-toi que ça bah du coup tu le tiens dans le temps. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la dimension temporelle, c'est vraiment l'élément facteur qui te permettra de savoir si justement tu vas dans le bon sens. Bah, c'est surtout que, en fait, plus tu complexifies, plus tu t'éloignes de ce qui n'est pas la base de la pyramide, mais de ce qui est sous la pyramide, qui est plus important, qui est l'adhésion. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, À quel prix, ouais. À c'est quel ça. prix, du coup, tu es dans l'idée d'aller chercher la petite bête et du coup de l'introduire dans ta vie alors que c'est clairement une contrainte. Parce que acheter une super huile d'olive ou acheter du super cacao qui vient d'un pays en Afrique où justement tu sais que voilà, il n'y a pas de transformation, c'est bien cultivé, etc. Ah ouais, c'est super. Et à quel prix? Est-ce que tu es prêt à mettre tous les mois je sais pas combien ça pourrait coûter, Et surtout, est-ce que ça se trouve, enfin tu dis ça, mais ça se trouve, effectivement, ton cacao, juste, il va être dégueulasse. Il va avoir un goût dégueulasse. ouais, et ça C'est même pas une question de prix, c'est genre, la spiruline, rappelle-toi, il y avait souvent ah, il faut absolument de la spiruline dans ta vie. Mais est-ce que tu as déjà goûté de la spiruline? Est-ce que tu es capable d'en bouffer tous les jours? l'aspirine, c'est dégueulasse. Ah ouais, mais Mais- comme plein d'autres compléments ou comme plein d'autres aliments Mais qu'on te surtout, fait c'est- miroiter. Et qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Aujourd'hui, on sait que la spiruline, c'est de la merde. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, euh, bah, je reprends mon propre exemple, encore une fois, parce que c'est beaucoup plus facile d'apporter de la data par rapport à ça. Mais bah, moi, actuellement, je mange 1 à 2 fois par semaine au resto. Voilà. C'est un truc, j'en ai besoin pour mon équilibre professionnel et personnel. Parce que bah, voilà, j'ai des personnes avec lesquelles je travaille que je vois, que je rencontre, qui viennent ici, etc. Donc bah, après, on va au resto. C'est comme ça. Avec ma copine aussi, voilà, on va au resto pour se faire des sorties, pour profiter, etc. J'en ai besoin. Est-ce que ça m'a empêché de progresser? Non. Je veux dire, là, récemment, j'ai pris du poids et je suis plus sec qu'avant. Alors que je me fais 2 restos par semaine. T'es gros quand même. T'es gras. T'as vu les veines que j'ai sur les abdos? Ouais, t'as perdu du muscle. Ouais, voilà. Rémi dans toute son objectivité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, je me prends pas à la tête. Tu vois, c'est genre, je suis au resto. Quand je suis au resto, il n'y a pas de. Je me fais pas. En fait, c'est pas une contrainte. Parce qu'il y a un moment où, dans ma vie, quand j'étais vraiment sur optimisation, complexification par rapport à la diète, il n'y avait pas de resto. Il n'y avait pas de resto possible. Sinon, bah, j'allais pas manger, niveau digestion, ça allait pas être bien, machin, etc. Un petit fun fact, Denis a déjà une fois ramené sa balance de cuisine dans un buffet à volonté. Non, alors ça, moi je l'ai déjà dit dans le podcast, c'était effectivement pour avoir une idée des calories et estimer aussi les portions
que tu peux avoir dans ce genre de restaurant. D'ailleurs, par tu avais rapport à ça. oublié ta balance. Et oui, une fois, j'ai oublié une balance. Mais je l'ai fait plusieurs fois pour justement checker l'apport calorique, etc. Et c'était aussi en lien avec le développement d'un projet derrière. Oui. Mais Donc bon, c'était pour dire que, en vrai, tu pourrais avoir des personnes qui, justement. Oui, le font, mais je suis sûr qu'il y en a qui le font. Mm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le côté je vais aller au restaurant, je vais tout foutre en l'air, machin, etc. En fait, j'avais créé une peur qui n'avait pas lieu d'être. Pourquoi ? Parce que je cherchais toujours plus. Et en fait, ça marchait pas. Et ça, c'est pareil. Aujourd'hui, pour moi, j'ai trouvé un équilibre qui fait que ma diète n'est absolument pas une contrainte, que mon entraînement n'est absolument pas une contrainte. Et ça, c'est ce que je fais notamment chez les personnes que j'accompagne. Hier, j'ai fait une interview avec Louis, qui sera peut-être sorti. Non, je pense pas que l'interview sera sortie au moment où. Donc, il faut que tu t'abonnes si tu veux voir l'interview avec Louis. Louis, c'est pareil, kiné, beaucoup de remplacements. Du coup, il a voyagé aux quatre coins du globe pour faire des remplacements, etc. Et du coup, à chaque fois, il a profité là-bas. Louis, on s'est rendu compte qu'on a fait une prise de masse où il avait au minimum 3 à 4 sorties sociales par semaine, ce qui est assez important. Et pourtant, on a fait une prise de masse sur laquelle on a pris 8 kilos sans pour autant que le tour de taille ne bouge. Et là, on fait un cut actuellement. Et du coup, là, professionnellement, il est revenu. Mais voilà, je regarde son log. Je vois, la semaine dernière, repas avec ma copine. Ensuite, je vois gigot de mamie. Je vois 80 ans de la voisine. Je vois machin. Il a gardé en fait ça. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il sait gérer. Et pourtant, le poids, il drop. Et il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Parce qu'il a compris, justement, ce qui, justement, lui permettait d'adhérer et, du coup, de s'orienter aussi vers, sans doute, les bonnes sources. C'est-à-dire que quand il fait un repas chez mamie, il n'est pas là à reprendre 3 fois de l'entrée, 4 fois du dessert, etc. Il y a aussi cette notion de régulation, d'être capable de trouver ce qui va être le mieux pour, justement, fitter avec ses calories, ou pas d'ailleurs, mais Pas qui, forcément. pas forcément, mais qui, en fait, tient compte d'une dynamique au global, si tu veux. C'est que, voilà, il a besoin d'adhérer, il n'a pas juste besoin, en fait, de tout bouffer. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'il s'organise. Mais parce qu'il sait aussi que la petite vinaigrette là, qui est au fond de l'assiette, il a pas besoin de prendre du pain pour la racler, peut-être. Tu vois, c'est des choses aussi toutes connes qui lui permettent aussi de se projeter peut-être plus facilement sur les. En fait, c'est juste que durant toute la durée de l'accompagnement, il y a une formation à l'autonomie. Ben oui, c'est ça. Et du coup, donc, forcément, mais ça ne veut pas dire qu'il se restreint ou autre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois dans une de mes vidéos. Je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast. Il y a... Une voiture, je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est le facteur. Il y a peut-être une livraison d'un colis en direct. Mais c'est ce que j'avais dit la dernière fois dans un podcast. C'est que c'est ce que j'appelle la théorie du buffet à volonté. En fait, tu as les gens qui se prennent trop la tête avec l'alimentation. Quand elles vont dans un buffet à volonté, il n'y a que 2 choix possibles. C'est soit L'orgie alimentaire. l'orgie alimentaire, elle sort du buffet, je vais vomir, faut rentabiliser le buffet, 14 assiettes ou rien. Soit restriction totale, elles ne mangent rien parce qu'elles ont peur de tout foutre en l'air, etc. Et en fait, entre ces 2 extrêmes, tu as une infinité de solutions, de possibilités, etc. Mais personne ne les choisit vraiment. Ce que je fais, ce que j'ai appris à faire à Louis, c'est choisir ces possibilités qui sont au milieu, qui sont loin des 2 extrêmes, et qui font que tu peux profiter sans culpabiliser, sans avoir de problématiques. Pourquoi ? Parce que, en fait, je ne suis pas dans la complexification par rapport à ça. Et si aujourd'hui, toi, tu as du mal à gérer tes repas en extérieur, c'est peut-être soit que tu n'as pas forcément les connaissances, mais c'est peut-être aussi que tu te prends trop la tête, que tu alloues trop d'espace mental et que tu n'es pas suffisamment concentré sur les principes de base. Mais encore le plus important, je pense, à retenir de ça, c'est que plus tu complexifies, plus ça te prend de temps, plus ça te demande de connaissances, plus ça te prend d'énergie, plus ça te prend d'espace mental, et plus ça risque de diminuer ton adhésion, plus ça risque de créer des croyances, des peurs qui vont te bloquer et qui vont te limiter dans ta progression. Et du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'investissement, c'est que parfois,
chercher la solution la plus passive possible surperformera la solution où tu te prends trop la tête. Et oui, il y aura peut-être, je crois, la stat, c'est genre, il y a 3% de traders qui sont meilleurs, qui ont battu le marché, contre 97% qui n'ont pas battu le marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que toi, tu es suffisamment confiant aujourd'hui en toi? Est-ce que toi, tu as suffisamment le temps, les compétences, les connaissances pour justement chercher d'être dans les 3%? Ou est-ce que tu veux pas juste appliquer les basiques, les principes de base et avoir cette progression, entre guillemets, passive qui va s'inclure, qui va te permettre de trouver plus facilement un équilibre et avec lequel tu vas pas te prendre la tête. Après, je le redis, mais ça reste humain de toujours chercher Bien sûr. à trouver ce qu'il y a de mieux. Et justement, avec Denis, dans nos 2 accompagnements, on est là pour vous aider en fait à sélectionner ce qui est logiquement atteignable de ce qui pourrait être envisageable et de ce qui est en fait et pour le moment pas du tout envisageable. Et voilà, c'est des choses très simples où on le verra pour les autres plans parce que pour la dépense, je pense, parce que j'ai envie de partir aussi là-dessus, c'est est-ce que chercher à toujours manger plus par rapport du coup à une dépense physique, donc une marche où tu vas marcher toujours plus, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que du coup ça te permettra pas justement d'avoir toujours des bons repas bien copieux, bien riches? Bah, pas forcément, parce qu'on l'a dit avec Denis, c'est tout simplement le serpent qui se mange la queue, qui se mord la queue parce que vous allez vous retrouver à un stade où vous n'allez pas pouvoir tenir ça dans le temps. En fait, comme tu dis, c'est très humain de chercher à toujours aller chercher ce qu'on n'a pas, l'optimisation. Mais tu le vois sur les réseaux, des gens qui vont te sortir voilà, un super physique et vont te faire une promotion en même temps d'un complément alimentaire ou des personnes qui voilà, vont faire un super exercice en te disant voilà, voilà, ça m'a fait développer mes pecs. Tu te dis bah, peut-être que oui, c'est ce qui me manque aussi. Et c'est humain. Maintenant, voilà, il y a toujours aussi. En fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est en fait, tu mets toujours tu mettras toujours plus d'énergie, tu seras toujours plus attiré vers quelque chose que tu n'as pas, qui va te challenger, etc. Alors que ce que tu as déjà, tu as beaucoup plus de mal à te concentrer dessus et à chercher à l'améliorer. Et en fait, tu t'éparpilles toujours. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, notamment aussi dans le business. Il y en a qui développent un business, ça marche, et en fait, plutôt que de chercher à le développer à fond, ils partent sur un autre business. Mais en fait, ils repartent de zéro par rapport à ça. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est que toi, aujourd'hui, tu t'éparpilles trop. Tu cherches trop, justement, la complexification que tu ne fais pas et qui va te permettre de potentiellement augmenter le reste. Sauf que, on l'a dit, ça te prend toujours plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources mentales. Ça te demande toujours plus de connaissances. Et en fait, le problème, c'est que quand tu t'éparpilles trop, tu finis par t'éloigner de la base. Et du coup, en fait, tu n'as plus le principe de base. Et c'est là où, en fait, tu te dis, mais putain, mais je me fais chier, je passe beaucoup, 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 beaucoup trop de temps. Non, tu passes pas trop de temps. C'est juste que tu te concentres pas, tu mets pas ton énergie sur les choses importantes. Et c'est ça qui t'empêche de progresser. C'est pour ça que la règle un peu de base qui résume un peu tout ça, c'est que tu dois masteriser 2, 3, 4 axes dans ta vie. Donc, par exemple, tu te dis, bah voilà, m'assurer d'appliquer un déficit calorique, m'assurer d'avoir du coup 4 repas et que je tiens du coup avec ce total calorique, m'assurer que sur la partie entraînement, le focus sur les pectoraux, il est bien appliqué avec tant de séries, avec 20 séries par exemple sur les pectoraux et donc moins sur le reste. Et ça, du coup, tu as tes 3 axes. Et tant que tu les as pas masterisés, tant que tu n'as pas vraiment fait du temps, je le redis encore, la dimension temporelle est hyper importante, bah, n'introduis pas un quatrième élément qui serait l'optimisation de tes fibres, j'en sais rien, ou qui serait du coup la redistribution de ton volume pour un autre groupe musculaire, par exemple. C'est ça que je veux dire, c'est que, en fait, assure-toi déjà de vraiment être bon dans ce que tu fais avant d'aller chercher un élément de plus, encore un élément, parce qu'en fait, c'est comment, le sac de nœuds, tu sais, tu tires sur un fil et en fait, tu as toute la pelote qui vient. Et c'est ça qu'il faut pas non plus trop tirer parce que bah, tu vas te noyer après. Mm. Et ensuite, je pense qu'on peut faire la transition. Je voulais plutôt en parler sur la partie entraînement, mais ça s'applique aussi à la nutrition. C'est que, en fait, il faut savoir que plus tu fais, donc plus tu cherches à faire plus, et plus le retour sur investissement est faible. Ah, tellement. Ça, c'est une très bonne. Ouais, c'est très bien. Et justement, en fait, par exemple, on le sait,
en musculation, par exemple, c'est pour ça que je voulais le garder pour la partie entraînement. Bah, par exemple, plus tu fais de séries, plus tu vas prendre de muscles. Mais ce qui se passe, c'est que plus tu fais de séries, moins ces séries sont efficaces. Je prends un exemple. Ta première série sera toujours la plus stimulante. La deuxième série sera moins stimulante que la première. La troisième sera moins stimulante que la deuxième, qui était déjà moins stimulante que la première. La quatrième sera moins stimulante que la troisième, qui était moins stimulante que la deuxième, qui était elle-même moins stimulante que la première, etc. Et donc oui, plus tu fais de séries, plus ce qui se passe, c'est que tu diminues ta stimulation musculaire. Mais tu n'as pas non plus zéro stimulation musculaire. Mais ce que je veux dire, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à accepter de t'investir pour avoir peu. Et c'est pour ça qu'il y a des stratégies, notamment low volume. Tu sais que par exemple, moi, quand je m'entraîne, je fais très peu de séries. Je fais 1 à 2 séries maximum. Oh, c'est nul. Voilà, Rémi est jaloux de C'est voir mes nul. résultats. Oh, ça pue, ça pue, c'est nul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au-delà, pour moi, en fait, l'investissement que ça va me demander ne vaut plus la peine par rapport à ce que ça va me demander. C'est l'analogie à la voiture de course, si tu veux. Tu as envie d'avoir une voiture de course. Tu te dis, ce qu'il faut pour avoir une voiture qui roule vite, c'est changer le moteur. Une fois que tu as changé le moteur, tu as fait déjà un premier investissement qui va effectivement te permettre à ta voiture d'aller encore plus vite. Et après, tout ce que tu vas vouloir utiliser pour améliorer la vitesse de ta bagnole, ça va être des éléments annexes. Je sais pas, rajouter un aileron, rajouter un capot en alu, rajouter des stickers flammes sur les côtés. Tout ça, c'est des coûts supplémentaires qui ont un budget financier aussi alloué à ça, qui vont te faire gagner quelques kilomètres par heure, tu vois ce que je veux dire. Et c'est toujours l'analogie de chercher à faire toujours plus de sa voiture de course. Si vraiment c'est ton kiff et que tu deviens un pilote et que tu veux gagner, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme course, les 24 heures du Mans, voilà, je sais pas si ça... voilà. Et typiquement, tu peux faire ça. Mais par contre, si ton kiff, c'est juste d'aller un peu plus vite et de doubler plus facilement quand tu es sur l'autoroute, tu as peut-être juste besoin d'avoir un bon moteur et peut-être des bons pneus. Voilà. Et c'est typiquement ce que dit Denis actuellement dans sa programmation, c'est qu'il cherche pas forcément à aller plus vite, parce que justement, ce qu'il a mis en place là, c'est ce qui lui permet d'aller déjà très vite. En fait, pour reprendre ton analogie, c'est Il que... touche pas ma bagnole. Touche pas ma bagnole, sinon t'es mort. Pour reprendre l'analogie de Rémi de la voiture, en fait, effectivement, je me concentre sur le principal. Et les 24 heures du Mans, c'est-à-dire que moi, j'ai, comme l'a dit Rémi, j'ai mis un moteur, j'ai mis des pneus, ce qui me permet de faire le circuit, je sais pas, en 2 heures. Attends, 24 heures du Mans, c'est en 24 heures, je crois. Je sais pas, je m'en fous. J'y connais rien. Ce que je veux dire par là, c'est que si je change un aileron, que je mets des stickers flammes, etc., ça va me demander peut-être 15 000 € de budget, parce que ça coûte cher les stickers flammes, C'est ça. pour passer de 2 heures à 1h59 et 30 secondes. C'est ça que je veux dire. Donc, l'investissement n'en vaut pas la chandelle. Alors que par contre, quand j'ai changé le moteur, par exemple, je suis passé de 3 heures à 2 heures. Oui. Et donc, c'est pour ça. C'est qu'il y a des leviers qui vont être plus avantageux que d'autres, c'est ça. Exactement. Et donc, en fait, il faut se concentrer sur ce qui est le plus intéressant. Et aujourd'hui, on sait que, justement, en musculation, quand tu passes 6 séries directes sur un groupe musculaire, les autres séries sont tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup moins avantageuses pour toi. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller les chercher ? Pas forcément, parce que tu passes vite, par exemple, d'une séance qui dure 1 heure à une séance qui dure 3 heures. Et donc là, tu perds 2 heures, justement, 2 heures pour préparer tes repas, dormir, d'autres... Récupérer tout simplement. Voilà, d'autres... également, la fatigue générale, la fatigue musculaire, la fatigue, tout ça. Tu vas avoir plus de difficultés à récupérer. Tu vas avoir plus de risques de blessures. Tu vas avoir... En fait, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que chercher à en faire toujours plus est une bonne chose ? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à faire toujours moins. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est est-ce que, encore une fois, la base, tu l'as. Encore une fois, il y a une pyramide de Eric Helms pour ça.
Et en gros, tu la prends et tu fais la même chose. Tu vois, on va prendre un truc type exécution des mouvements. Tu vois, c'est assure-toi, je sais pas si tu fais de la chest press. Si tu fais, par exemple, de la chest press pour les pectoraux, assure-toi de recruter tes pecs correctement, de bien faire ton mouvement, qu'il soit bien standardisé, avant de chercher à faire des techniques farfelues dessus, avant de mettre peut-être des reverse bands, avant de mettre... voilà, en fait, c'est tout ça qui fait que, encore une fois, on a donc la technique de base sur ta chest press. Assure-toi de faire ton mouvement correctement. Ensuite, dans un deuxième temps, tu peux optimiser, ajouter des cales, par exemple, pour faciliter la sortie de la première. Un truc qui ne te demande pas beaucoup plus d'efforts, etc. Et après, complexifier en ajoutant des élastiques, en ajoutant donc des reverse bands, en faisant des setups compliqués où tu vas aller chercher un banc en face, que tu vas mettre tes pieds dessus, que en même temps, il va te falloir un mec qui va compter ton tempo, machin, etc. Voilà. Je prends un exemple un peu extrême, mais c'est pour que tu comprennes. C'est le même principe. Il y a des principes de base, et de la même façon avec ton volume. Est-ce que, voilà, quand tu fais une série, est-ce que cette série était qualitative? Est-ce que tu as eu un haut degré de tension mécanique sur ta série? Oui. Si ta série était qualitative, alors tu n'as pas besoin de faire tant de quantité que ça. C'est ça la vérité. Et donc, à partir de là, bah oui, est-ce qu'en faire une deuxième pourrait être tout aussi qualitatif? Parce qu'il y a un moment aussi où, quand tu accumules des séries qualitatives, c'est dur d'en faire trop aussi, hein. Si tu peux faire 4 séries par exercice, ça en dit fort aussi sur la qualité de tes séries et du degré de tension mécanique que tu as sur chacune d'elles. Ouais, ça va dépendre du niveau, mais oui, on comprend l'idée, ouais. Donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est chercher à en faire toujours plus n'est pas forcément la bonne idée. Et, encore une fois, ça s'accompagne de problématiques. C'est-à-dire que plus tu vas en chercher à faire plus tu vas chercher à faire d'exercices, plus tu vas chercher à faire de séries, plus tu vas chercher à complexifier en ajoutant des techniques, etc. Le reverse band, le machin, le truc, toute la mise en place supplémentaire que ça va te demander par rapport à ça, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas accumuler de la fatigue en plus, ça va te demander de l'espace mental, tu vas toujours remettre les choses en question. Plus tu as un setup et une mise en place qui est compliquée, plus tu as peu de chances de pouvoir la standardiser dans le temps aussi, être sûr d'avoir toujours le banc au même endroit, machin et trucs. Et en fait, encore une fois, est-ce que la base ne t'assurait pas déjà des gains qui étaient solides, très solides même, et ajouter toute cette complexification ne fait pas que justement tu es en train de réduire toi-même indirectement tes résultats, parce que ça fait rentrer des variables aléatoires, ça te prend de l'espace mental, ça te demande des compétences que tu n'as pas forcément, etc. Tu fais des choses que tu ne comprends pas forcément non plus. Et tout ça fait qu'en plus, ça te prend plus de temps pour tes séances. Sur le long terme, ça peut diminuer aussi ton adhésion, réduire aussi du coup le fait que tu puisses aller à la salle. Parce que, encore une fois, si tu sais que tes séances, elles durent 3 heures versus si elles durent 1 heure, le jour où tu as des contraintes, où tu as des choses, des machins, c'est beaucoup plus dur de faire passer ta séance. Tout à fait. Donc, ça réduit en fait forcément tout ça. Et la finalité, c'est que si tu appliques juste la base, il y a un grand proverbe qui dit « Une séance vaut mieux que pas de séance du tout ». C'est une belle phrase. Moi, pour donner un peu de contexte, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue personnellement quand je suis parti pour mes études à Guéret, je me rappelle, à Guéret tout. C'était super parce que du coup, c'était un moment où j'étais pas avec Denis. Putain, qu'est-ce que c'était bien. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir du temps. Parce que ça, souvent, je pense que c'est un truc qui peut revenir aussi dans la tête des gens quand ils écoutent ce podcast, de se dire mais en fait, c'est bon, je suis jeune, j'ai le temps, je peux récupérer comme je veux, je peux faire des nuits de 10 heures. En fait, je pourrais accorder le même volume sur tous mes groupes musculaires, marcher autant que je veux, manger autant que je veux, tant que ça rentre correctement dans mes calories. En fait, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 8 ans, maintenant ça passe, où justement, j'avais absolument tout pour optimiser. J'avais une salle de sport qui était à côté, j'avais mes études qui étaient effectivement intenses, mais qui me permettaient largement de faire tout ce que je voulais à côté. Et je me rappelle qu'au niveau de ma programmation, je m'assurais d'avoir pour
tous mes groupes musculaires exactement le même volume, où j'ai essayé justement de tout mettre en place pour que quand je faisais mes exercices pec, eh bien, je travaille absolument toutes mes parties de mon pec. Pareil pour quand je voulais faire un exercice pour les biceps, eh bien, je m'assurais d'avoir en fait tout. Et je faisais mes tout de manière irréprochable. Et en fait, pendant cette année-là, j'ai, oui, progressé, certes, mais j'étais mais complètement rincé. Je me rappelle le week-end, je faisais la route, j'étais fatigué, j'avais des cours particuliers en plus. J'avais rencontré ma compagne à l'époque, donc du coup, je faisais encore plus de route pour aller. Bref, c'était interminable. Et du coup, en fait, je subissais mes entraînements. Et malgré tout ce que je cherchais à mettre en place, eh ben, je contre-performais sur quand même pas mal d'exercices. Et du coup, j'accusais à chaque fois ma programmation avec les exercices. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la morale que je pourrais donner, c'est que vous devez avoir en fait une hiérarchie dans votre programmation où même si vous avez du temps, même si vous avez toute l'énergie disponible, même si vous avez la récupération optimale, comme j'ai dit, vous devez quand même avoir des axes prioritaires et de ne pas chercher à tout faire au max. Parce que c'est la meilleure façon de ne pas réussir concrètement à évoluer sur les groupes musculaires que vous voulez cibler. Et aujourd'hui, par exemple, mes focus sont sur mes épaules. Enfin voilà, ça fait partie en tout cas de ce qui est vraiment privilégié, qui est tout en haut de mon échiquier. Et justement, pour les épaules en particulier, je vais m'efforcer d'avoir des exercices, une intention de bien faire et de bien standardiser mes mouvements, de la diversité, du volume, de l'intensité. Et ça, vraiment, j'essaye de mettre le paquet là-dessus. Par contre, j'ai, par exemple, beaucoup moins de volume sur mon dos ou sur, je reprends encore une fois mes biceps, où justement j'y vais avec beaucoup moins de volume, beaucoup moins euh, d'exotisme ou de recherche d'optimisation sur mes exercices biceps ou sur mon dos aussi. Et où du coup, je me prends du coup moins la tête pour ça, mais où du coup, ça m'assure une certaine symbiose, un équilibre dans mon entraînement, où en fait, je sais que je dois vraiment être hyper rigoureux sur mes exercices épaules, parce que c'est là où je veux vraiment mettre de l'énergie, de l'intention, de l'engagement, etc. Hmm. Et en fait, l'exemple que tu as donné, il est très intéressant. Et ça, c'est un truc qu'on voit très souvent. Sur, Des nouveaux suivis qui débutent avec toi et moi, c'est sûr, des gens qui ont justement passé par cette phase de j'ai essayé de tout faire, je fais tout au max. Et en fait, tu regardes les plans d'entraînement, tu vois 12 exercices, tu vois 2 Ouais. séries ou 3 séries par exercice, et où tu vois en fait que quand tu regardes, tu comprends pas au premier coup d'œil où sont les focus, où tu vois aussi où vont être les lacunes, et où en fait tu vois aussi par rapport au physique que ça reste pas cohérent par rapport à ce qui a été mis en place. Tu sais que le gars, il est effectivement à côté de la plaque. Mais en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais quelque chose qui arrive très souvent, c'est par exemple quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit, écoute Denis, voilà, j'arrive pas à progresser sur les pecs. Les pecs, voilà, j'arrive pas. Pourtant, je fais tout bien comme il faut, etc. Un classique, ouais. Par contre, je comprends pas. Le dos, ça bouge et tout, machin. Je regarde le programme. Tu vois les pecs. Le mec, il a de la pré-fatigue. Il a de l'isolation unilatérale au cuff, le machin, le truc. Il a toute l'optimisation, la complexification du monde plutôt sur les pecs. Et en fait, le dos, il fait quoi? Il fait genre T-bar, tirage vertical, coude ouvert, tirage horizontal, plan sagittal. Mais des fois, il Terminé. n'y a même pas besoin de tout ça finalement. Et en fait, le mec, il fait genre 3 exos pour le dos, 2 sets dessus. Il se prend pas la tête quand il fait ses mouvements de dos. Et surtout, il se dit pas, quand il n'arrive pas à progresser sur le dos, par exemple, le jour où il fait pas mieux en termes de rep ou en termes de poids, il se dit pas, putain, fais chier, séance de merde. Alors que les pecs, s'il fait pas mieux, S'il loupe d'une s'il répétition. loot une rep, s'il n'a pas voilà, la congestion, le machin, le truc, il se prend la tête et tout de suite il change, tout de suite il... Et en fait, quel est le problème? C'est pas, c'est pas en fait sa stratégie, c'est pas qu'il a un point fort sur le dos et qu'il a un point faible sur les pecs. Non, parce que parfois c'est même pas lié à ça, c'est même pas une histoire de... C'est juste que le mec fait une fixette. Ouais. Il ne respecte plus les principes de base pour les pecs, c'est-à-dire qu'il cherche trop à complexifier, il en oublie du coup ce qui est le plus important, il n'est pas objectif avec tout ça, et tous les autres groupes musculaires, le dos, les jambes, etc., où il ne se prend pas la tête parce qu'il n'a pas un focus particulier dessus,
bah, en fait, ça progresse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait juste la base, sans complexifier. Et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est juste que il a sous-performé le marché sur les pecs, alors qu'il a du coup suivi le marché sur les autres groupes musculaires. Et du coup, ça se passe bien pour lui, parce que il a mis, entre guillemets, une espèce de stratégie passive sur le reste, sur lequel ça lui prend très peu d'espace mental, très peu de... Voilà, il complexifie pas les choses, et c'est ça qui le fait progresser. Donc, la vraie question qu'on a posée tout à l'heure, c'est est-ce que le toujours plus est une bonne chose ? La vérité, c'est que non. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent chercher à faire toujours plus. La vérité, c'est qu'il ne faut pas chercher à faire plus, il faut juste chercher à faire mieux. À partir du moment où tu comprends que le mieux battra toujours le plus, et le mieux, c'est ce qui s'insère dans ta vie, c'est ce qui te permet d'avoir un équilibre, c'est ce qui te permet de tenir sur le long terme, parce qu'encore une fois, tu peux avoir le meilleur plan du monde sur le papier avec toute l'optimisation et la complexification que tu veux, même pousser au maximum. La vérité, c'est que si tu n'arrives pas à le suivre, tu ne battras jamais un plan basique qui te prend que très peu d'espace mental, sur lequel tu n'as que la base et qui te permet de progresser. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec les pratiquants avancés, c'est que plus tu avances dans ta pratique, plus tu cherches à justement enlever progressivement de l'optimisation. Tu te rends compte qu'après des années d'optimisation, tu progresses parfois mieux ou tout autant sans avoir besoin de tout ça. Sauf qu'à côté, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de temps, ça te prend beaucoup moins la tête, tu es beaucoup moins à te demander mais pourquoi ça marche pas, machin, etc. En fait, tu prends beaucoup plus de recul, tout ça pour les mêmes résultats. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure au début, que donc ça dépendait surtout du niveau d'années de pratique de musculation et également de l'âge par rapport aux contraintes. Parce que, encore une fois, les profils qui sont jeunes, on le voit, qui ont du temps, ils vont tout de suite vouloir aller chercher, tendre vers cette optimisation, cette complexification extrême qui n'est pas forcément utile au final. Alors que, en comparaison, un profil plus âgé qui a des contraintes, à chaque fois que ce genre de profil vient vers moi en coaching, c'est OK, dis-moi ce que je dois faire, quel est l'essentiel pour progresser. Moi, j'ai telle et telle contrainte. Je ne peux pas faire plus de 3 séances de 45 minutes par semaine. Pour mes repas, c'est pareil, j'ai des contraintes, des repas professionnels au restaurant. Je veux quand même garder des repas sociaux avec mes amis, avec ma famille, etc. Et la vérité, c'est que c'est totalement possible de progresser comme ça. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une interview, encore une fois, de Nicolas. Nicolas, qui est un profil, pareil, qui a plus de 30 ans, très peu de temps pour s'entraîner. On s'entraînait le matin, moins d'une heure, 4 fois par semaine, avant qu'il aille au travail. Par rapport à la diète aussi, c'est pareil, on avait mis des choses en place et on a fait une super recomposition corporelle. On a perdu plus de 15 kilos de mémoire tout en prenant du muscle. Et quand je dis on a pris du muscle, c'est pas genre on a pris un demi-centimètre de tour de bras. Non, on a vraiment fait exploser le physique avec des mensurations qui ont vraiment explosé et un tour de taille qui a diminué. On a vraiment fait une super prise de muscle tout en perdant du gras, alors que c'était quelqu'un en plus qui s'entraînait depuis longtemps. Et justement, moi je pense que tu dis, si la personne a des contraintes professionnelles, personnelles, familiales, peu importe, et qu'à l'inverse, tu as une personne qui justement pourrait se retrouver dans le en fait, moi je peux faire toujours plus parce que j'ai toute la récupération, je peux dormir, je peux m'entraîner autant que je veux, quand je veux, etc. Non, justement, à cette personne-là, je lui dirais de justement mettre des contraintes dans sa vie pour que du coup, elle puisse allouer du temps sur, par exemple, je sais pas, des trucs un peu side de, tu vois, découvrir une nouvelle passion, découvrir Faire du jardinage. faire du jardinage, peu importe, enfin tu comprends, mais essayer de mettre en place des contraintes en te disant en fait j'ai tout le temps pour m'entraîner, non, fixe-toi du coup un temps d'entraînement de 1h30 si c'est ton kiff, ou 2 heures si tu veux vraiment, mais voilà, fixe-toi 2 heures et en fait impose-toi un cadre pour justement ne pas trop t'éparpiller, parce que des fois quand on dit
j'ai carte blanche, je peux faire ce que je veux, ben, c'est pas la meilleure des façons pour créer quelque chose de structuré et d'un programme justement bien structuré. Si au contraire, on a des limites qui vont du coup nous brider, ça va évidemment aussi guider bien mieux la réussite parce que ça collera vraiment à un environnement qui est existant. Mm. Mais ça, c'est une certitude. Et j'aimerais quand même revenir aussi sur quelque chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais moi mon rêve c'est d'être bodybuilder professionnel. Je vais tout mettre dedans pour avoir, je veux maximiser toutes mes chances. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les bodybuilders professionnels, si vous regardez leur off-saison, Mais heureusement, tu vois. mais oui, et en fait, un bodybuilder professionnel, il va faire une prépa de 12 semaines sur lequel effectivement il va être à fond, mais uniquement le temps de sa prépa. Oui, si tu es bodybuilder naturel, ça prendra beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu peux te taper des prépas de plus d'un an parfois, en fonction de là où tu pars. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne te dis pas, ouais, moi, mentalité, body, etc. Toutes les vidéos et motivations sur des body, c'est quand ils sont en prépa, hein. C'est quand ils sont en prépa, quand ils disent, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est quand ils sont en prépa. Donc, oui, fais attention aussi à ce que tu regardes et fais attention aussi à ce que tu veux, parce que même les body ne sont pas aussi extrêmes que toi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que même les bodybuilders, tu vas me dire, ouais, mais ils ont les stéroïdes, ils ont les machins, les trucs. Ah, mais combien de bodybuilders justement s'en battent les coucougnettes de savoir ce qui est optimal parce que ce qu'ils veulent eux c'est juste en fait avoir un plan et suivre le plan en mode militaire, tu vois, parce que en fait ils s'en fichent de savoir ce qui est optimal si justement eux ils arrivent à atteindre leur objectif. Mais c'est surtout que c'est le genre de personne qui va forcément tout faire pour optimiser justement leur pratique, pour progresser le plus rapidement possible. Et ils savent justement que s'ils sont trop extrêmes pendant, par exemple, la off-saison, bah, ils n'arriveront pas, encore une fois, à suivre. Ils auront pas et ils feront moins de muscles, alors que c'est des gens qui mettent leur santé en danger en prenant des produits, etc. Donc, encore une fois, pensez à ça. Pensez que même les professionnels ne sont pas aussi extrêmes que vous. Demandez-vous si aujourd'hui, la musculation, enfin, quelle est la part de la musculation dans votre vie. Euh, c'est bien d'avoir une passion. Honnêtement, je vous le dis. Que ce soit Rémi, que ce soit moi, on a cette passion de la musculation. On la vit à fond. Mais c'est pas pour autant qu'on sacrifie notre vie pour ça. Moi, aujourd'hui, je le vois, hein, j'ai des personnes qui viennent, encore une fois, dans des coachings avec moi, qui sont vraiment trop extrêmes dans leur pratique. C'est-à-dire que leur pratique est tellement extrême, ils s'interdisent tellement de choses que ça leur bloque dans leurs relations sociales, ça les bloque eux-mêmes dans le développement de leur carrière professionnelle. Ça les, voilà, parfois, on propose un poste où tu gagnes plus, mais tu es plus loin d'une salle. Ouais, Et du coup, tu veux pas. Parfois, voilà, tu veux pas sortir. Du coup, tu peux pas rencontrer, par exemple, je sais pas, une meuf ou un truc comme ça, parce que ça va te niquer tes heures de sommeil. Tu vas pas manger, par exemple, au même endroit. Et du coup, en fait, il se passe quoi? Il se passe que tu finis par t'enfermer dans une vie que tu veux pas forcément, parce qu'en plus, tu te plains de tout ça, tu vois. C'est genre, tu as refusé un poste où tu gagnais plus parce que c'était loin de la salle, mais aujourd'hui, tu te plains de ne pas avoir suffisamment d'argent. Aujourd'hui, tu veux pas sortir pour justement rencontrer une meuf ou autre, mais tu te plains d'être seul et de pas avoir de meuf. Donc en fait, il y a une dissonance aussi entre ce que tu veux et ce que tu fais. Et là, du coup, en fait, il y a de l'incohérence. Et c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment ce que tu veux, à quel point tu veux te mettre dedans. Mais aujourd'hui, si tu parles un peu avec certaines meufs, elles te diront ouais, moi, les mecs qui font de la muscu, ils sont pas intéressants. Voilà, c'est le cliché du mec qui fait que de la muscu, qui compte tous ses grammes de prot, machin, il etc. a raison. Et t'essayes de parler d'autre chose avec lui. Il parle que de muscu, c'est le seul truc. Il a raison. C'est le seul truc qu'il sait faire. Et en fait, indirectement, tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ça. Et malheureusement, en fait, tu te plains, tu es toujours au même endroit, tu n'as pas réussi à avancer. Et est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Alors qu'avec une pratique beaucoup plus souple, tu aurais pu tout faire. Vraiment, j'insiste, tu aurais vraiment pu tout faire. Et c'est pas parce que tu as. Parce que les gens disent toujours. Je le sais parce que ces personnes-là, elles idéalisent toujours la vie des
influenceurs muscu, la vie des coachs sportifs. Moi, les gens vont me dire, ouais, mais Denis, toi, voilà, t'as ta salle à côté, machin et truc. Je pense que d'un point de vue des contraintes, c'est pas le concours de celui qui a le plus de contraintes, etc. Mais voilà, enfin, j'ai une amplitude de travail qui est super grande. J'ai énormément de contraintes, etc. Tous les jours, pas de week-end, pas de machin, pas de truc, pas de vacances, etc. Et ça ne m'empêche pas de, encore une fois, progresser, d'avoir un équilibre dans tout ça. Et je pense que tant que tu as une pratique qui est déséquilibrée, en cherchant toujours à faire plus, bah, j'ai peur que les objectifs et ce que tu veux vraiment de ta vie, donc les objectifs que tu as dans la vie, ce que tu vises comme vie idéale, tu puisses pas l'atteindre parce que tu es bloqué par ce cercle de la muscu qui t'entraîne dans le toujours plus. Et aujourd'hui, vraiment, pose-toi cette question. Est-ce que je respecte les principes de base? Est-ce que je ne complexifie pas les choses? Et est-ce que, bah, en simplifiant les choses, ça me permettrait pas peut-être de gagner du temps que j'aurais pour moi, que je pourrais faire certaines choses, etc. Et après, tu auras toujours ce moment où tu vas te lancer. C'est-à-dire que bah, je prends par exemple l'exemple de Louis dont j'ai parlé tout à l'heure. Au début, il avait très peur des repas en extérieur, etc. Et en même temps, il voulait justement faire, avoir des relations sociales, profiter, etc. Et forcément qu'au début, bah, il y a eu tout un travail qu'on a dû faire sur lequel je l'ai rassuré, j'étais là, machin, etc. Et les premiers, c'était compliqué mentalement pour lui. Puis après, maintenant, c'est quelque chose qui s'introduit dans son quotidien. Donc forcément, au début, tu auras peur parce que ça va changer ton environnement, ça va changer la façon dont tu vois les choses. Tu auras l'impression de plus en faire suffisamment pour progresser. Et en fait, quand tu auras fait ça une fois, deux fois, trois fois, que ça durera depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois et que tu verras que tu auras soit autant de résultats, soit peut-être même plus de résultats, bah, tu te diras ah ouais, en fait, avant, j'avais vraiment une pratique qui était déséquilibrée, qui ne me correspondait pas forcément, et maintenant, je suis mieux. Donc, moralité, ne cherche pas à faire toujours plus, cherche à faire les choses mieux, cherche à trouver un équilibre qui te correspond, et c'est comme ça que tu feras le plus de résultats et que tu auras les meilleurs progrès. Oh non. Du coup, petit souci technique. Vous n'aurez pas mon visage pendant ce podcast. Ouais, je sais pas si on va pouvoir récupérer les images, mais du coup, Gabriel est venu, a mis un petit kick dans la prise, et du coup, on a perdu la cam de Il Rémi. fallait que ça tombe sur moi. Et merde. Ouais. Et c'est comme ça. Et vraiment, en plus, à la fin du podcast. C'est pas grave, parce que bon, écoute, il y aura l'audio, c'est le principal. Bon, de toute façon, Denis a bien résumé la fin. Je voulais juste, parce que je pensais à un dernier point avant de clôturer ce podcast, c'est qu'il n'y a pas en fait de chemin plus optimal qu'un autre. Et il n'y a pas, tu sais, cette petite faille, ce petit hack qu'on voit souvent sur les réseaux de si tu fais ça, tu vas voir que tu vas progresser bien plus vite. Non, ça n'existe pas. Et je vous assure que s'il existait un chemin beaucoup plus rapide pour aller se taper les 40 cm de tour de bras bien vénace, etc., ben, en fait, tout le monde le ferait. Donc, en fait, dans cette quête d'optimisation, qui est en fait une quête commune, vous l'aurez compris, que ce soit pour Denis, moi ou vous qui nous écoutez, il n'y a pas de, il y a pas de glitch, il n'y a pas de fenêtres spatio-temporelles qui vous feront aller plus vite. Il y a juste en fait ce qui sera bon pour vous de faire. Et je ne referai pas de laïus ce que Denis a dit parce que c'était déjà très très bien. Voilà pour ce podcast. Voilà qui, du coup, conclut cet épisode. Rémi, je te laisse préparer le jingle. Il va falloir que tu mettes une tête de moi là pendant le. Ouais, t'inquiète, je m'en occuperai. Tu mets une bonne tête. Ouais, je m'en occuperai. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous partager ce que vous aussi, vous pensez, quelle est votre vision des choses par rapport à ça. Est-ce que votre pratique a évolué aussi? Est-ce que vous êtes reconnu là-dedans, dans les exemples qu'on a donnés, dans ce qui est fait? Est-ce que ce podcast aussi va vous permettre de peut-être changer certaines choses? Voilà, n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire. Je sais que c'est très, très enrichissant. Le dernier podcast, il y a eu pas mal d'échanges dans les commentaires. C'était cool de voir du coup sur les techniques d'intensification. Donc voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre un petit like. J'ai déjà dit, non, une évaluation sur Spotify, ça nous aide. Exactement. Et ça permettra peut-être d'aider pas mal de gens dans leur pratique comme d'habitude. Donc on compte sur vous sur ça. C'est vous qui avez ce pouvoir. Et puis sur ce, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Et on a oublié un tout petit truc, Denis. Attends. Pour ceux qui ont écouté jusqu'ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait leur mettre un code promo de 15% sur la boutique avec le code OPTI, OPTI,
OPTI, le code OPTI, du coup, qui vous donnera 15% de réduction Sur l'ensemble de la boutique. sur l'ensemble du shop, donc Zero Rire Shop. Vous avez le lien dans la description. Rémi, bien joué. Et- Donc notre shop d'accessoires pour avoir les meilleurs accessoires de musculation. Et le code sera valable 7 jours. C'est la plus grosse réduction qu'on peut faire. On fait par palier de 7 jours. Vous savez que le code change. Comme ça, on sait que les plus fidèles auditeurs du podcast peuvent profiter des réductions. Merci pour tout et on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. Frère Gallois, Denis Sauce Piquante. Zéro RR Podcast, Rémi, le guacamole. les frères Gallois, Zéro RR Podcast, Turbo Cali, Turbo balèze, le beurre, l'argent du beurre, et le gros cul de la crémière. Récapopète. Zéro RR Podcast, les frères Gallois, ça me claque sa mère. À très vite. À bientôt.